Le président, veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte. Nous allons continuer d'entendre la déposition du témoin. Celui-ci sera interrogé par l'équipe de défense de Khieu Samphan. Avant de donner la parole à la défense, je demande à Mme Sakonvouti d'indiquer à la Chambre quelles sont les parties présentes à l'audience. La greffière. Monsieur le Président, toutes les parties sont présentes à l'exception de l'accusé Yengsari. Celui-ci se trouve dans la cellule de détention temporaire. Il renonce à son droit de participer physiquement à l'audience dans le prétoire pour toute la journée. Le document de renonciation a été remis au greffe. Quant au témoin suivant, à savoir le témoin TCW 694, il se trouve dans la salle d'attente. Il attend que la Chambre le convoque. Merci. Le Président, la Chambre est saisie d'une demande de l'accusé Yengsari datée du 2 août 2012. L'accusé souhaite renoncer à être présent physiquement dans le prétoire. Il veut pouvoir suivre l'audience à distance. Le docteur Khoi Samnang, qui est le médecin du centre de détention, a ausculté l'accusé Yengsari. Le médecin a constaté que l'accusé était fatigué, qu'il éprouvait des vertiges, qu'il ne pouvait rester longtemps assis ni bouger beaucoup. Le médecin recommande à la Chambre d'autoriser l'accusé à suivre l'audience depuis la cellule temporaire. En raison de l'état de santé de Yengsari et conformément aux recommandations du médecin, la Chambre fait droit à la demande de Yengsari, compte tenu du fait que celui-ci pourra communiquer avec ses avocats depuis la cellule temporaire. Il suivra l'audience depuis cette cellule pour toute la journée. Les services audiovisuels sont chargés de brancher le matériel de façon à ce que l'accusé puisse suivre l'audience depuis la cellule temporaire. À présent, la parole est à l'avocat international de Khieu Samphan pour la poursuite de l'interrogatoire du témoin. Je vous remercie, Monsieur le Président. Bonjour. Bonjour, Monsieur le témoin. Je voudrais vous poser une question sur le camp S71 et vous demander si messieurs Ouyoun et Ounim étaient présents dans ce camp. Réponse. Ounim et Ouyoun n'étaient pas au bureau
S71. Il se trouvait dans un autre bureau. Lequel? Leur bureau était à proximité de S71, mais je ne connais pas le nom de code de leur bureau. En tout cas, il n'était pas loin de S71. Il vous arrivait de les voir? Non, pas à cet endroit. Où les avez-vous vus? Je ne les ai pas vus. Alors qu'ils étaient là-bas, s'agissant du bureau S71, mais les gens qui étaient à proximité de ce bureau m'en ont parlé et c'est comme ça que je l'ai appris. Je vous remercie. Vous nous avez expliqué hier que pour garder le camp, vous vous relayez la nuit par groupe de 10 gardes. Et je voudrais vous demander maintenant quel était le nombre de gardes habituellement affectés à la surveillance autour de réunions lorsqu'elles avaient lieu dans un camp de la guérilla. Le groupe des gardiens était posté aux 4 points cardinaux. À chaque point cardinal, il y avait un groupe de 3 hommes. Et ces règles valaient-elles aussi bien à S71 qu'à B5, qu'à Sdoctol? Comme je l'ai dit, c'est ainsi que l'on procédait à S71. Et procédait-on également ainsi dans les camps qui ont suivi S71? B5, Sdoctol. On procédait de façon analogue. À propos de B5, vous avez indiqué que vous y avez été transféré de manière permanente en 74 ou début 75. Ça voulait dire quoi quand vous avez dit de façon permanente? Ça voulait dire que vous aviez cessé, à partir de votre arrivée à B5, vos autres activités de messager?
ចំណុចនេះគឺថាការយើងទៅ Alors que nous étions à B5, l'expression de façon permanente voulait dire que nous y résidions, que nous y logions en permanence. Cela veut dire que notre groupe y était présent dans ce bureau en permanence. Et donc, pour terminer la réponse à ma question, aviez-vous, lorsque vous étiez à B5, toujours des activités de messager, en plus de celles qui concernaient votre appartenance à l'unité des gardes du corps? À ce bureau, j'ai conservé mes tâches de messager. Je devais assurer la distribution des messages avec l'arrière et le bureau 74. Est-ce que vous pouvez indiquer la raison pour laquelle B5 a été créé? Si B5 a été créé, c'était pour donner des ordres en vue de l'assaut contre Phnom Penh. Et au moment où B5 a été créé, est-ce que l'objectif militaire immédiat des Khmers rouges était Phnom Penh? Effectivement. Pouvez-vous rappeler quelle était dans votre souvenir la date de création de B5? J'ai déjà dit qu'avant la création du bureau de B5, nous étions à un bureau à Chrauk Zdak. Et ça, c'était en 1993. L'interprète signale que c'est ce que dit le témoin. Je vais répéter ma question, monsieur le témoin. À quelle date B5 a-t-il été créé? Une date ou un événement qui permette de situer dans le temps la création de B5, si vous vous en souvenez.
Comme je viens de le dire, le bureau B5 a été créé en 1993. ក្នុងរដ្ឋណែនេះគឺថា ចង់ដល់វិសាទៅហើយចង់ D'après mes souvenirs, c'était au début de la saison des pluies qu'il a été mis en place. Et pouvez-vous répéter l'année, s'il vous plaît, en vous concentrant? En 1973. Vous avez déclaré à cette barre, c'était la page 20 du 26 juillet, un peu avant 10h05, des projets de transcrits, que B5 était un emplacement pratique par rapport au front de guerre et au champ de bataille. Quel était ce front de guerre au moment de la création de B5 en 1973? Comme je l'ai dit, c'était une espèce de quartier général militaire parce que c'était le moment où l'attaque devait être menée contre Phnom Penh de la part de toutes les forces de l'avant. Le président Maître, il me semble que la citation n'était pas correcte. Stoktown n'était pas un front de guerre. Je vous prie d'indiquer plus précisément la citation que vous entendez présenter aux témoins. Je vous prie d'indiquer précisément la transcription que vous entendez citer. Excusez-moi, Monsieur le Président, je crois qu'on a un problème à la fois de traduction et donc forcément de compréhension les uns les autres. Je n'ai pas parlé de Sdoktal dans ma question, donc déjà ça c'est la première chose. J'ai parlé de B5. Donc je ne sais pas ce qu'on vous a traduit en Khmer, mais moi ma question c'était pas sur Sdoktal, c'était sur B5. Première chose. Et le président. De façon similaire, vous devez préciser lorsque vous parlez de B5. Jusqu'ici, on n'a jamais dit que B5 faisait partie d'un champ de bataille ou d'un front de guerre. Quand vous citez une transcription, veuillez le faire de façon exacte. Veuillez reprendre littéralement les termes qu'a employé le témoin. Il faut savoir s'il est indiqué dans la transcription que B5 était un champ de bataille ou non. D'abord, j'ai repris très exactement les propos du témoin dans ma question. Et je vais les reprendre encore une fois, puisque apparemment il y a une difficulté. C'est en page 20 du projet de transcrit qui porte la date du 26 juillet, un peu avant 10h05 du matin. Le témoin a dit « B5 était un emplacement pratique par rapport au front, au champ
de bataille. លោកអាចដាក់បង្ហាញឯកសារជាភាសាខ្មែរនៅលើអេក្រង់កុំព្យូទ័រមក Le Président, pouvez-vous faire apparaître ce passage à l'écran? Oui. C'est la page 18 en Khmer. បង្ហាញឲ្យមន្ត្រីដែលបង្ហាញដូចភាគីដទៃទៀតដែលគេធ្វើអញ្ចឹងកាលណាលោកចង់បង្ហាញឯកសារលោកមានសិទ្ធិនៅក្នុងការស្នើសុំហើយយើងអនុញ្ញាតជានិច្ចក្នុងការបង្ហាញ Je prie l'assistant de l'avocat de faire apparaître le document en question à l'écran. C'est la pratique habituelle qui prévaut dans ce prétoire. De notre côté, c'est fait. Ensuite, il faut qu'il y ait apparemment un... Le Président, vous pouvez poser votre question. Veuillez citer de façon précise la transcription. Dans votre question précédente, vous étiez bien loin de la transcription. Un quartier général militaire, c'est une chose bien différente d'un front sur le champ de bataille. J'ai cité très exactement le transcrit. Alors après, il y a la succession des traductions. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il y a un désaccord sur ce point, mais de mon côté, j'ai cité exactement ce qui est écrit devant vous, Monsieur le Président, dans ma question. Donc, en fait, Monsieur, ce que je vous demande, c'est de me dire, au moment de la création de B5, quel était l'objectif de guerre immédiat. J'ai compris que l'objectif final, c'était bien sûr Phnom Penh, mais en 1973, quand B5 est créé, c'est quoi l'objectif immédiat? En 1973, B5 a été mis en place. Cet endroit devait servir de tremplin pour la libération de Phnom Penh. La période 73-75 n'a pas été très longue. La mise en place de ce bureau visait à libérer Phnom Penh. Et bien entendu, Phnom Penh a été complètement libéré en 1975. Cet endroit a été mis en place en tant que quartier général militaire en vue des préparatifs de l'assaut contre Phnom Penh en vue de la libération. Et avant d'arriver à Phnom Penh, y avait-il d'autres villes qui devaient être libérées? Avant de libérer Phnom Penh, nous devions attaquer les lignes de défense qui entouraient Phnom Penh, par exemple à Udong. Et aussi à Phnom Prosut, dans la zone le long des routes nationales numéro 4 et 5.
Le président. Maître, pouvez-vous donner les cotes du document que vous avez fait apparaître à l'écran? Il n'y en a pas, Monsieur le Président, puisque c'est un projet de transcrit. C'est le document qui nous est communiqué de manière provisoire en attendant qu'il soit définitif. C'est la version non révisée des transcrits du 26 juillet 2012. Le président. Bien, cela est suffisant. Il s'agit donc d'un projet de transcription de l'audience du 26 juillet 2012. À 10h, 3 minutes, 59 secondes. Monsieur le témoin, vous avez dit que Pol Pot était souvent à B5, tandis que Khieu Samphan ne s'y rendait pas souvent, car il restait à l'arrière. Et je voulais vous demander à quel endroit restait Khieu Samphan à l'arrière. Quand vous disiez qu'il était à l'arrière, c'était où? À partir de 1973, il y avait une unité mobile à l'arrière. C'était S24. C'est là que restait Khieu Samphan? Oui. Et pouvez-vous localiser un peu plus précisément cet endroit en donnant par exemple un village proche ou une région? S24 était au village de Samran, district de Stung Trăng. Donc à proximité de S71, est-ce bien cela? S71 était loin de S24. S71 était proche du fleuve Chinit, alors que S24 était à l'est du village de Samran. Et le fleuve Chinit passe aussi par là. Est-ce que vous savez pourquoi Khieu Samphan restait à l'arrière quand d'autres s'installaient à B5 près de la bataille pour Udong?
Oui, il n'était pas là tout seul. Parfois, Om Nuon Chea était avec lui. Et des fois, il devait y rester tout seul. Et c'était comme ça. Donc je comprends de votre réponse que vous ne connaissez pas la raison particulière. C'est bien ça? En effet, non, je ne sais pas. À quelle date Udong a été prise pour la deuxième fois? Réponse. La deuxième fois qu'Udong a été prise, c'était en janvier 75. Janvier ou février. À partir du moment où Udong avait été prise, est-ce que Pol Pot a décidé ou pas de rapprocher son lieu de commandement de son prochain objectif, c'est-à-dire Phnom Penh? Oui, il a en effet avancé. Il est allé à Sdok Tao. Et à quelle date a-t-il transféré ou avancé, comme vous venez de le dire, son nouveau lieu de commandement? C'était après la libération d'Udong. Combien de temps après? Je ne m'en souviens pas. Je ne me souviens pas de la date exacte. C'était en janvier ou février. Peut-être même à la fin du mois de mars ou à la mi-mars. Et à partir de ce moment-là, Pol Pot se tenait à Sdok Tao, c'est bien ça? Oui. C'est depuis Sdok Tao où vous avez d'ailleurs indiqué, vous êtes retrouvé vous-même, que Pol Pot a commandé l'assaut contre Phnom Penh. C'est exact? Oui. Est-ce que vous connaissez le principe de secret qui prévalait parmi les Khmers rouges
y compris avant 1975. Ce principe de secret qui était enseigné et qui indiquait qu'il ne fallait pas s'occuper des affaires des autres, mais seulement des siennes, et que cela était considéré comme un des moyens d'atteindre la victoire. Est-ce que vous connaissez ce principe ? Non. Le 30 juillet, à cette audience, il y a quelques jours, en répondant à ma consoeur des partis civils, maître Simonofort, entre 15h35 et 15h40, vous avez déclaré « Quand on nous disait de garder le secret, il fallait le faire ». Est-ce que ça vous rappelle quelque chose, cette déclaration, et est-ce que maintenant vous voyez de quoi je veux parler? Ce principe de discrétion qui prévalait, semble-t-il, au sein de la communauté Khmer Rouge. Vous me posez des questions à propos de Stocktown. Moi, j'ai compris que vous me demandiez si à Stocktown, il y avait des réunions sur le secret, et si j'en avais connaissance. Et j'ai dit que je n'en avais pas connaissance. D'accord, donc on s'est mal compris. J'ai effectivement changé de sujet, monsieur le témoin, de manière un peu abrupte, et je vous prie de m'en excuser. Donc je vous parlais du principe qui prévalait dans le parti, qui concerne la discrétion dont il fallait faire preuve. Est-ce que vous connaissiez ce principe vous-même? Apparemment, en tout cas, vous en avez parlé un petit peu à cette barre déjà. Réponse. Le principe du secret était la tâche principale, c'était le principe suprême. Et lors de chaque réunion, il fallait que tous se souviennent de ce principe. Lorsque l'on se déplaçait d'un endroit à l'autre, il fallait toujours maintenir le secret. Je vous remercie pour cette réponse très claire. Je voudrais vous demander si c'était la même personne qui commandait l'unité des gardes du corps de S-71, puis de B-5, puis de Sdoktoil. Est-ce que c'était la même personne qui la commandait, cette unité dont vous faisiez partie?
Quand j'étais au bureau B5 de ce docteur, j'ai vu que Sohong y restait. C'est lui qui gérait. Est-ce que ce docteur avait un nom de code? Et si oui, quel était-il? D'après mes souvenirs, il n'y avait pas de nom de code à ce docteur. Que ce soit à S71, à B5 ou à Sdoktoel, ou à ces trois endroits en même temps, est-ce que vous avez connu une personne appelée Huntan, alias Shutan? Non. Au sein de l'unité des gardes du corps dont vous faisiez partie, est-ce qu'il existait une règle de discrétion qui imposait aux gardes du corps de rester à distance, des dirigeants qu'ils protégeaient lorsque ces dirigeants avaient des discussions ou qu'ils se consacraient à des réunions? Est-ce qu'il y avait une sorte de distance de sécurité? Pendant les séances d'études, nous étions placés pas très loin de la salle et l'on pouvait entendre ce qui s'y passait pendant la réunion. Je n'ai jamais mesuré la distance qui me séparait de la réunion. Mais s'ils avaient besoin d'aide, ils pouvaient nous appeler, on pouvait les entendre assez facilement. Et s'il devait arriver quelque chose, nous pouvions venir tout de suite. Donc nous n'étions pas très loin. Et pouvez-vous indiquer qu'est-ce qui pouvait arriver, si ce n'est un ennemi extérieur qui aurait justifié que vous vous teniez à proximité? Quel était le danger? Mais nous devions nous tenir prêts à les aider. Par exemple, pendant la réunion, il est possible que le conférencier soit fatigué ou épuisé même. Et par exemple, des participants à la réunion pouvaient s'évanouir parce qu'ils étaient épuisés. Et nous devions les aider, le cas échéant. Et la sécurité était, enfin, sûre à 100%.
Et ce n'est que lorsqu'il n'y avait aucun souci en matière de sécurité que l'on invitait des cadres à venir participer à des réunions. Et il fallait monter la garde. Pendant les réunions, c'était une règle d'application générale. Mais le travail de l'unité des gardes du corps, monsieur, c'était d'aider des dirigeants fatigués ou c'était d'assurer la protection d'un site? Les gardes avaient la tâche d'assurer la protection et aussi d'autres tâches comme par exemple aussi la santé des dirigeants. Tout cela avait à voir avec la sécurité. Je voudrais vous soumettre, monsieur, la déclaration de monsieur Sohong qui est venu devant ce tribunal et dont vous avez reconnu qu'il commandait l'unité dont vous étiez membre. Je vais donc citer l'audience du 2 mai 2012. C'est la cote E1, barre de fraction 71.1, page 11 pour la version française. ERN français 00 80 66 80, Khmer 00 80 50 95, anglais 008 06 758. Et je vais vous citer le passage exact, mais en attendant, je voudrais vous indiquer que M. Sohong a déclaré que les gardiens des réunions des dirigeants devaient se tenir à une distance située entre 15 et 60 mètres du lieu de la réunion. Alors, qu'avez-vous à répondre à cette déclaration très précise de votre commandant ? Réponse. Oui, je suis d'accord avec ce qu'il a dit. Parfois, il fallait demeurer à une certaine distance. D'autres fois, il fallait être assez près des dirigeants. Et donc, en fait, il y avait des gardes de sécurité à différentes distances pour assurer la protection des dirigeants. Donc, Sohong avait raison quand il a dit cela. Le président. La parole est au procureur. Le procureur. Peut-être, je ne sais pas si c'était un problème d'interprétation du français à l'anglais, mais dans l'extrait cité par le Conseil, Sohong lui a indiqué que la distance des gardes, que les gardes devaient respecter était en général à 15 mètres, et le plus loin était 50 à 60 mètres. Mais ce n'est pas comme ça que ça a été traduit en anglais. Mais c'est ce qui est écrit dans la transcription en anglais. Le président, oui, merci, le procureur. En effet, maître n'a dit que la dernière distance et pas la première, mais le témoin a déjà répondu. Merci, monsieur le procureur. Merci, monsieur le président.
Ce qui m'intéresse ici, c'est de savoir, monsieur, si en vertu des règles de discrétion qui prévalaient à l'époque, vous, en qualité de garde, vous aviez le droit de vous situer à une distance suffisante pour entendre les conversations que pouvaient avoir les dirigeants et pour entendre le contenu des réunions stratégiques qu'ils organisaient. C'est bien cela que vous dites, monsieur le témoin. C'est ça qui m'intéresse en fait. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises déjà, pour certaines réunions, nous devions être prêts. Par exemple, monter la garde près de la termitière. Et par contre, si la réunion se tenait où il y avait des centaines de participants, alors il fallait être un peu plus loin. Donc, certains gardes étaient plus proches et d'autres plus loin. En tant que garde, nous ne pouvions pas entendre les détails des discussions lors de la réunion, mais nous devions au moins être tenus informés des questions de sécurité qui étaient l'objet de discussion. Alors, deux questions suscitées par votre dernière réponse. Une première sur cette termitière. Je n'ai pas compris pourquoi vous gardiez une termitière. Je vais poser une question un peu provocatrice, mais c'est de l'humour. Les dirigeants redoutaient-ils une attaque de termites? Pourquoi avez-vous parlé d'une termitière? Le président, la parole est à la partie civile. Maître Pikang, merci Monsieur le Président et bonjour. Le témoin n'a pas dit qu'il allait protéger la termitière. C'est ce qu'on nous a traduit en français. C'est pour ça que je précisais que c'était de l'humour, Monsieur le Président. En fait, c'était une demande de précision au témoin, bien sûr. C'est quoi cette termitière, monsieur? À B5, je parlais ici d'une salle de réunion recouverte de feuilles de palme. Et moi, je montais la garde à côté d'une termitière. Mais c'est un exemple, hein. C'est simplement pour vous dire que parfois, on montait la garde près de la termitière et la termitière était à côté de la salle de réunion. À d'autres endroits, quand la forêt avait été défrichée, nous étions plus loin de la salle en question. Donc, ma tâche principale était de monter la garde. Mais
mais comme je vous l'ai dit, je devais au moins avoir une idée de ce dont on parlait dans la réunion. Mais c'était personnel, c'était par intérêt. Je voulais comprendre ce dont on parlait lors des réunions. Car en plus de monter la garde, je devais écouter les présentations faites lors des réunions. Vous m'avez demandé pourquoi je montais la garde à la termitière, ou pourquoi je protégeais la termitière, mais le mot en khmer est assez courant. Ce n'était pas une blague. Non, j'ai compris que ce n'était pas une blague, monsieur le témoin. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que vous venez de dire. Quand vous dites, en tout cas c'est comme ça que ça nous est traduit, je devais savoir ce qui se passait à une réunion. Est-ce que vous parlez de votre curiosité personnelle ou est-ce que vous parlez d'un devoir professionnel? Est-ce que vous pouvez faire la distinction sur cette nécessité dont vous parlez de connaître le contenu d'une réunion? Vous étiez mu par quel objectif? Personnel ou professionnel? Le président. Le témoin n'a pas à répondre à cette question. Le témoin a déjà répondu à cette question. Pas en français, monsieur le président. On n'a pas compris en français ce qu'il a répondu. Et c'est pour ça que je demande une clarification. Vous l'avez peut-être compris en khmer, mais moi, en français, je ne peux pas continuer cet interrogatoire si je n'ai pas une clarification sur les raisons. Le président témoin, vous n'avez pas à répondre. Vous avez déjà répondu à la question. La question est répétitive. La Chambre constate que ce matin, vous avez posé plusieurs questions répétitives. Monsieur le Président, je vous rappelle qu'on travaille dans 3 langues ici et que si moi, je n'ai pas une traduction qui me permette de continuer un interrogatoire, ce que vous êtes en train de faire, c'est m'empêcher de faire mon travail d'avocat. Donc peut-être que vous, en khmer, vous savez ce qui a été dit, mais moi, en français, ça n'est pas précis et j'ai besoin que l'on me le précise. C'est juste une question de langue, peut-être, mais comment voulez-vous que j'avance si je n'ai pas une réponse précise? C'est quand même pas une question extrêmement grave que je porte au témoin. C'est juste de savoir s'il écoutait aux portes ou si on lui avait, dans le cadre de son travail, donné des informations sur le contenu des réunions. C'est tout. Le président. La Chambre s'est déjà prononcée. Vous pouvez poser une autre question. Vous avez répété à plusieurs reprises la même question au témoin. C'est faux. Alors, heureusement, mon confrère cambodgien qui m'indique, et c'est pour ça que je passe à la question suivante, qu'effectivement, le témoin a répondu qu'il s'agissait d'une question d'intérêt personnel. Alors, à la barre de ce tribunal, monsieur, vous avez déclaré que la réunion sur l'évacuation de Phnom Penh avait eu lieu début avril 1975. Et qu'elle avait eu lieu à B5. Alors ma première question, elle porte sur le lieu. Tout à l'heure, vous m'avez indiqué que le centre de commandement pour l'attaque de Phnom Penh était passé de B5 vers Sdoktoel. Je cherche dans mes notes. En janvier, février ou mi-mars 1975. C'est ce que vous avez dit il y a quelques minutes. Ma question est la suivante. Si en janvier, février ou mi-mars 1975, le centre de commandement
pour l'attaque de Phnom Penh était à Sdoktoel. Pourquoi cette réunion sur la décision d'évacuer Phnom Penh après la victoire se serait tenue ailleurs, à B5 en l'occurrence? Laissez-moi préciser. D'après mes souvenirs, la réunion qui a eu lieu à B5 s'est déroulée en avril. Comme je l'ai dit, c'était vers l'époque de la libération d'Udong. Ensuite, il y a eu un transfert de B5 vers Toxtau. La libération a eu lieu le 17. La réunion dont j'ai parlé a eu lieu à B5 en avril. Mais la réunion a eu lieu avant le transfert vers Stocktau. Début avril, nous n'avions pas encore déménagé. J'ai peut-être commis une légère méprise lorsque j'ai parlé de la libération du Dung en janvier ou février. En fait, nous ne sommes pas restés longtemps à Stocktau. Après la réunion à B5, on a parlé de l'évacuation vers le moment de la libération d'Udong en janvier-février. Nous ne sommes pas passés directement à Sdongtao. Ça ne s'est pas passé ainsi. Et savez-vous pourquoi Pol Pot aurait maintenu un lieu de commandement à B5 alors que la ville d'Udong était tombée? Pourquoi serait-il resté à B5 plutôt que de se rapprocher le plus vite possible de son objectif principal, Phnom Penh? Voici ma réponse. Avant le transfert vers Stocktau, Stocktau était occupé par Son Sen. En réalité, il avait demandé à Pol Pot d'aller à un endroit dont l'interprète n'a pas saisi le nom, et ce, en vue d'établir le tremplin vers Phnom Penh. Et alors, Son Sen et Pol Pot ne pouvaient pas travailler ensemble dans le même lieu de commandement? Je n'ai pas bien compris votre réponse, monsieur le témoin. J'ai déjà répondu.
Si vous n'avez pas compris, c'est votre problème. Bien sûr. À cette barre, on vous a indiqué ces derniers jours qu'il existait un livre écrit par M. Philippe Short, et vous avez convenu que vous aviez rencontré M. Short. Dans son livre, cet auteur indique que vous l'avez rencontré à 4 reprises. Il donne les dates à la page 18 de la version française publiée en 2007. C'était les 4 et 6 mai, le 14 et 15 novembre 2001. Et il donne une importance à votre témoignage, puisqu'il vous cite, j'ai compté 37 fois dans son livre. Donc ces entretiens ont été fructueux pour lui, semble-t-il. Et il parle de la création du bureau de Sdoctol. Il en parle donc dans ce document qui porte la cote E3/9 à la page 339 de la version française. C'est le RN français 006 39 794, le RN anglais 00 39 6471. Et à cette page, il situe la création du bureau de Sdoctol, comme vous l'avez fait tout à l'heure, à début mars 1975. Alors êtes-vous d'accord avec M. Short ou en désaccord? Quelle est votre position exactement maintenant? S'agissant de mon interview avec cet étranger, si vous choisissez d'en parler, c'est votre choix. Mais apparemment, vous n'avez pas saisi ce dont je vous ai parlé il y a quelques instants. Le président, la parole est à l'accusation. L'accusation. Merci, Monsieur le Président. L'avocat a évoqué cet ouvrage. Il devrait montrer cet ouvrage aux témoins. Ainsi, l'on saura si Philippe Short a écrit quelque chose en son propre nom ou bien s'il s'agit de quelque chose attribué directement au témoin. Le témoin doit savoir si ce qu'écrit Philippe Short est attribué au témoin, et ce pour que le témoin puisse répondre à la question. Si je peux répondre, Monsieur le Président, je n'ai pas prétendu que cette information était tirée des entretiens de M. Short avec M. Pipoun. J'ai juste rappelé que c'était des entretiens qui avaient eu des conséquences importantes pour Philippe Short. Donc je n'ai pas l'intention de montrer cette page. Je la signale juste dans l'intérêt du travail de la Chambre. Short, sans dire que cela vient de ses entretiens avec ce témoin, fixe la date du transfert vers Sdoctol à mars. C'était l'information que je voulais soumettre au témoin. Pas lui soumettre une contradiction. Le président, vous devez non seulement montrer le document aux témoins, mais également à la Chambre et aux autres parties. Vous avez parlé
du bureau de B5 et du centre de commandement et du champ de bataille. Il faut veiller à ce que nous comprenions bien. Si vous posez une question au témoin, vous devez lui montrer le document. Il faut voir si le document que vous voulez montrer au témoin existe en khmer. Si vous n'avez pas de traduction, vous devez faire comme les autres parties et vous devez l'indiquer. Non, Monsieur le Président, non seulement il n'existe pas de traduction en khmer de ce livre, mais en plus, je ne cherchais pas à pointer du doigt une contradiction entre les déclarations qu'avait données ce témoin à Philippe Short et ce qu'il disait à la Chambre. Donc, je ne vois pas l'utilité de montrer cette page du livre, puisque je ne cherchais pas à montrer une contradiction dans les dépositions du témoin. Je cherchais juste à rappeler au témoin que tout à l'heure, lorsque je lui ai demandé quand SDOCTOL avait été créé, il m'avait dit janvier, février ou mi-mars, que sur ce point, à peu près, M. Short est d'accord avec lui, mais qu'ensuite, lorsque je lui ai indiqué que la réunion sur l'évacuation de Phnom Penh, décrite par le témoin, se serait tenue à B5 début avril, tout à coup, le témoin semblait revenir sur ce qu'il avait dit auparavant en plaçant le transfert vers SDOCTOL à une date plus tardive. Le président. Vous devez poser des questions aux témoins et non pas faire des déclarations. Bien sûr, la Chambre comprend quelles sont vos intentions lorsque vous interrogez le témoin. Si vous voulez vous appuyer sur un document précis, veuillez le montrer au témoin, aux parties et à la Chambre. Il faut également indiquer les cotes du document en question. Le témoin a déjà répondu à la plupart de vos questions. Si vous pensez qu'il y a un problème de traduction, dites-le. La Chambre pourra se prononcer à ce sujet. Merci, Monsieur le Président. Je crois que j'ai donné toutes les cotes. Je voudrais passer à la question suivante. Vous avez dit à l'instant, Monsieur le témoin, que Pol Pot n'était pas venu à SDOCTOL tout de suite parce que c'est Son Sen qui s'y trouvait. Or, à cette même barre, la semaine dernière, le 26 juillet 2012, après 9h57 et 17 secondes, on vous a posé la question suivante. Je cite. Son Sen avait-il un bureau ou une base non loin de Hudong? Réponse. En effet, Son Sen avait un bureau pas très loin de là. Question. Et vous souvenez-vous où se situait le bureau de Son Sen? Réponse. C'était à Ra Smak, qui est près de Hudong. Il ne me semble pas, fin de la citation, il ne me semble pas, Monsieur le témoin, que Ra Smak, près de Hudong, puisse être assimilé à SDOCTOL. N'y a-t-il pas une contradiction entre votre déposition de la semaine dernière et ce que vous dites aujourd'hui sur le bureau qui était celui de Son Sen? Le président. La parole est à l'accusation. Le coprocureur. L'avocat n'a pas parlé de la période dont il était question dans cette déposition. La période dont il était question durant cette partie de la déposition, c'était la période entre 1973 et début 1975.
il me semble important que l'avocat précise sur quelle période porte sa question relative à l'endroit où se trouvait Son Sen. Je pense, Monsieur le Président, que ma question était ouverte et laissait au témoin toute latitude pour expliquer sa réponse. Et je trouve que l'intervention du procureur n'a qu'un seul objectif, tenter d'aider le témoin dans les réponses, pour une raison que j'ignore et qui ne m'intéresse pas. En tout cas, je crois que ma réponse était suffisamment ouverte, ma question, pardon, était suffisamment ouverte pour que le témoin s'explique. Point. Le président, la parole est à l'accusation. Le coprocureur, très brièvement. Désolé, maître, je ne visais pas à diriger le témoin. Je voulais rectifier votre tentative de déformer le déposition. Si vous citez de façon fidèle la déposition, je n'aurai pas à me lever. Le président, l'objection telle que motivée par l'accusation est retenue. Le témoin n'a pas à répondre. Maître, peut-être vous faudra-t-il reformuler votre question. Si vous entendez citer un extrait de la transcription, veuillez citer le passage pertinent complet. Dans le cas présent, par exemple, vous aviez cité seulement la distance maximale et non la distance minimale. Je vous prie de poser les questions de manière à contribuer à la manifestation de la vérité. Si possible, je vous prie de poser des questions concises. De cette manière, le témoin pourra se souvenir. Veuillez éviter d'insérer trop d'observations dans les questions que vous posez. Alors, premièrement, je ne crois pas que j'avais cité uniquement la distance maximale, mais j'avais également cité la distance minimale, puisque j'avais dit entre 15 et 60 mètres quand il était question de la distance de sécurité. Et deuxièmement, pour ce qui concerne la remarque de Monsieur le procureur, effectivement, la question initiale du 26 juillet était la suivante, je vais la citer. Toujours sur le sujet de cette zone, de cet endroit, autour de cet endroit de Kampong Chnang et de Hudong, pouvez-vous nous dire si d'autres dirigeants du parti avaient des bureaux ou des bases dans cet endroit pendant la période de 73 à 74 et au début de l'année 1975 ? Alors, moi, je ne sais pas, Monsieur le Président, dans l'esprit de la Chambre, où s'arrête la notion de début 1975 ? Je ne peux pas vous dire, j'en sais rien. Je ne sais pas ce que vous entendez, vous, par début 1975. Peut-être que vous l'arrêtez au 3 janvier 1975. Moi, pour moi, c'est une notion vague. Donc j'ai posé une question ouverte au témoin et je lui ai demandé si la réponse qu'il avait faite à cette question la semaine dernière sur l'endroit où Son Sen avait son bureau au début 1975, qui n'est pas le même endroit que celui qu'il vient d'indiquer, était ou non, est-ce que les deux réponses n'étaient pas en contradiction? Et puis il s'explique, il donne sa réponse, il est là pour ça. Le président, vous êtes prié de simplifier vos questions. Si le témoin comprend clairement votre question, il pourra y répondre. Dans le cas contraire, il se peut que vous déroutiez le témoin, en conséquence de quoi vous n'obtiendrez pas de lui une réponse exacte. Je le répète, veuillez reformuler votre question en la simplifiant, en l'abrégeant. Par ailleurs, si vous entendez citer une transcription ou un autre document, vous êtes prié d'en
présenter les cotes. Votre assistant devra faire apparaître le document à l'écran de manière à ce que les chambres et les autres parties puissent consulter le document et prendre connaissance des termes exacts utilisés dans cette transcription ou dans ce document. Je vais tenter. Monsieur le témoin, jusqu'à quand Son Sen est-il resté à Rasmak Jusqu'à quand Rasmak était le lieu où était établi Son Sen? Ces derniers jours, durant ma déposition, apparemment, vous n'avez pas saisi la situation. J'ai beaucoup parlé de mobilité. Cela veut dire qu'il ne restait pas à un seul endroit. Il se déplaçait en permanence et il passait notamment par Rosmak. Personne ne restait en permanence au même endroit. Veuillez comprendre cette notion de mobilité. Quand je cite un endroit particulier, c'est juste un endroit par lequel passait occasionnellement la personne en question. Son Sen n'avait donc pas un lieu de commandement bien défini dans l'attaque de Phnom Penh. C'est bien cela votre réponse, monsieur le témoin? Si j'ai bien compris votre question, cela veut dire que si Son Sen n'avait pas eu de centre de commandement, Phnom Penh n'aurait pas été libéré. Or, la vérité est la suivante. Il œuvrait à partir de différents endroits pour libérer Phnom Penh et obtenir la victoire finale. Revenons à la réunion de début avril, au cours de laquelle vous nous dites que s'est prise la décision d'évacuer Phnom Penh quand la ville serait prise. Est-ce qu'après cette réunion, les personnes qui y participaient ont déjeuné ensemble? Je ne veux pas répondre à cette question. J'ai déjà répondu à maintes reprises à ce type de questions. Vous avez indiqué qu'à l'époque, dans le camp, vous aviez également des fonctions relatives à l'intendance et à la cuisine. Je pense que vous êtes à même de répondre à une question concernant l'existence ou pas d'un déjeuner entre les participants qui aurait fait suite à la réunion, monsieur le témoin. Après le repas, ils s'en sont allés. À la barre de ce tribunal, vous avez déclaré que cette réunion du début du mois d'avril 1975, consacrée à l'évacuation de Phnom Penh, s'était tenue,
je vais citer ce que vous avez dit. Dans la jungle, sous un toit sans mur ni cloison. C'est la page 22 du projet de transcrit du 26 juillet 2007, après 10h11 du matin. Ensuite, ensuite, en langue française, il y a une réponse sur laquelle je dois vous demander une clarification. Car on vous a demandé à quel endroit vous vous teniez par rapport au lieu de la réunion, et votre réponse a été traduite en français par « Entre moi et la réunion, il y avait une petite colline ». Alors, est-ce que vous pouvez peut-être donner des précisions sur ce qui nous a en tout cas été traduit en français par les termes « petite colline ». Je ne sais pas comment ça a été traduit, mais c'était un petit monticule, une petite termitière. Que pourrais-je dire d'autre? Ce que vous voulez, monsieur le témoin. Et quelle hauteur avait cette termitière? Est-ce que vous pouvez nous donner une idée de sa taille? En khmer, même un petit buisson ou un petit monticule, on parlerait d'une colline. C'était peut-être à 1 mètre de hauteur. Et vous vous teniez caché derrière cette termitière pendant la réunion? Je ne sais pas quoi vous dire si vous ne comprenez pas le concept de petit monticule. En khmer, c'est termitière. Et vous, vous parlez français, donc si vous ne comprenez pas, que voulez-vous que je fasse? Le président. Le moment est venu de prendre la pause. La Chambre va donc marquer une pause de 20 minutes dans les débats et nous reprendrons à 11h moins 10. Monsieur le témoin, je vous prie de veuiller maîtriser vos émotions un peu. Nous sommes en audience. Il s'agit d'un procès. Et il se peut que vous soyez quelque peu brusqué en contre-interrogatoire. Lorsque l'on vous pose des questions visant à souligner peut-être des contradictions, donc veuillez vous maîtriser lorsque vous répondez aux questions. Bon, par exemple, si l'on vous parle de la hauteur de la termitière, la réponse est très simple. Vous n'avez qu'à dire, vous n'avez pas mesuré la hauteur de la termitière. Et c'est tout. C'est facile à dire en khmer. Vous n'avez qu'à répondre à la question qui vous est posée. Le dire simplement. Si vous vous perdez dans les détails, cela ira au-delà de l'objectif de l'interrogatoire. Huissier d'audience, veuillez apporter votre soutien au témoin et son conseil pendant la pause et vous assurer qu'il soit de retour au prétoire avant 11h10.
Veuillez vous lever.